Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vendredi 23 mai aujourd'hui avec Gérard Holtz. Bonjour Gérard. Bonjour Gilles et bonjour Valérie. Toujours un plaisir de vous recevoir, toujours en forme, toujours de bonne humeur. Non, j'ai des petits ennuis comme les autres, et des petits doutes, mais je transforme tout en énergie positive. Mais est-ce que vous savez que vous avez quand même mon âge traversé... Non, oui, j'ai cru qu'il allait... Vous vous rendez compte quand même de l'âge que vous avez? Non, mais le nombre de générations... Moi, je me rappelle d'être avec mon père en train de regarder le sport. Et mon grand-père. Et mon grand... Non, mais vous avez traversé des générations. Je pense que mon père trouverait ça incroyable que je sois face à vous. Vous avez marqué les dimanches soirs d'un tas de familles. Il y a quelques semaines encore, j'avais des jeunes femmes qui venaient me voir en me disant une photo s'il vous plaît. Ensuite, elle m'a dit je voudrais bien une photo pour ma mère. Et maintenant, je voudrais bien une photo pour ma grand-mère. Ah ouais, carrément. Bah, oui, forcément. Mais vous avez conscience d'avoir partagé avec. Vous êtes dans les foyers des Français. Voilà, avec beaucoup de familles. Et puis surtout aussi, ce que j'ai. Ma conscience, c'est l'évolution là des écrans, on va dire. Autant la grande époque Stade 2, 1980, 90, 2000. La famille se rassemblait autour de l'écran le dimanche. Oui, exactement. Imposé peut-être par le papa, le grand frère qui voulait avoir les résultats. Et puis la jeune fille venait, la maman, on prenait l'apéritif. C'était presque un rendez-vous, quoi. Maintenant, tout a explosé. Ouais. Maintenant, les gens regardent sur le portable, sur l'ordinateur. Stade 2, c'était la fin du week-end. Oui, on savait que le lundi arrivait. Exactement. Vous venez nous voir comme plus régulièrement, mais comme chaque année, c'est ça, hein, c'est pratiquement tous les ans. Un livre, vous étiez venu pour les Jeux Olympiques l'année dernière. Gueule du Tour de France, exploit, souffrance, gloire, rage. Les images qui ont marqué plus de 120 ans de Tour réunies dans un livre unique. C'est un livre unique qui est paru chez Grund. Et évidemment, votre fiston Julien Holtz a participé. Il commence à vieillir lui aussi, mais qui me met une pression du diable pour l'écriture et pour le choix des photos. Le livre est exceptionnel. Franchement, c'est un livre... Pour le prochain livre, vous venez avec Julien. Avec grand plaisir. Allez, avec grand plaisir. Ce sont des photos, enfin on va y revenir parce qu'il y a le zapping, mais des photos incroyables. Vous êtes allé chercher dans les archives et à chaque fois il y a des entrées très originales sur la castagne, sur celui qui avait mis une cagoule. Enfin il y a fout à cagoule. Enfin il avait mis un casque, c'est ça. C'était Rémi Cavagna, qui sous son casque avait mis une cagoule pour être encore plus aérodynamique. Voilà. On va continuer dans un instant et puis vous êtes toujours sur scène. Vous jouez votre spectacle sur les Jeux Olympiques. Demain vous serez à Angoulême. À Rouillac. À côté d'Angoulême, demain à 20h30. Il reste des places ? Il reste des places. Ah bah allez-y alors. on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, cher Gérard Holtz, j'ai évidemment fait un zapping rien que pour vous, un zapping Vive le sport sur Sud Radio. Évidemment, vous auriez pu faire un livre sur les gueules olympiques. Évidemment, le Graal, au moment des Jeux Olympiques, c'est gagner une médaille d'or. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire de Eugène Aumalet, qui a décidé de vendre sa médaille d'or, et les autres sportifs ont été choqués jusqu'au moment où il a révélé pourquoi il le faisait. Pour la première fois, une médaille des Jeux de Paris a été mise aux enchères. Eugène Aumalet, athlète hollandais, champion olympique du relais 4x400 mètres mixte à Paris, a donc confié sa médaille à la maison de vente aux enchères Heritage Action Sports. Sur le site, la médaille est estimée à 80 000 $ et plus et a atteint pour le moment 55 000 $, soit un peu plus de 49 000 €. Composée à 98,8% d'argent, plaquée de 6 grammes d'or et contenant un petit morceau de la Tour Eiffel, la valeur réelle de la médaille est de 862 €. En découvrant la mise en vente, de nombreuses personnes ont critiqué la décision de l'athlète sur les réseaux sociaux. Quelle ingratitude incroyable! Honte à toi, Eugène Aumalet. L'opération cachait en réalité une noble cause. Et oui, car il l'a fait pour l'association de sa famille en Ouganda, qui aide les plus pauvres. Mais voilà, se pose la question, est-ce qu'on a le droit moralement de vendre sa médaille d'or ? Le droit, oui. Le droit, oui, parce qu'elle vous appartient. Mais alors, pour du caritatif, pourquoi pas ?
Pourquoi pas. Pour du caritatif, Ouais. pourquoi pas, ouais, Moi, c'est, j'ai dans ma collection, j'ai quelques coureurs cyclistes. C'est votre téléphone qui sonne? Oui, c'est mon, et c'est la sonnerie particulière de mon fils, ouais, Antoine. Ah bah il s'est dit pourquoi t'es pas venu avec non, moi. c'est Antoine, c'est l'autre, c'est l'autre Ouais, fils. c'est l'autre. Ouais. Oui, pourquoi pas pour du caritatif. Je disais, dans mon armoire, j'ai quelques maillots souvenirs que m'ont offert ou des footballeurs ou des cyclistes. Et c'est vrai que je les offre très, très volontiers pour en particulier la Ligue contre le cancer. J'ai la chance d'être le parrain, par exemple, de la Ligue pour les Alpes-Maritimes. Revendre dans ces cas-là, oui, pourquoi pas, même si c'est absolument quelque chose de sacré. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y en a un maillot en particulier que vous ne donnerez jamais Celui de Christopher Froome, parce qu'il me l'a offert en direct pour mon dernier vélo club. On était à Saint-Gervais et il a retiré son maillot, le vrai, il avait couru avec, et il me l'a donné en disant Gérard, merci pour ce que tu fais pour le vélo. Donc c'était plutôt genre. Ouais, donc plutôt ça, il est très gentil. Il y a un lien. Et puis j'ai aussi le maillot de Ronaldo. Le Brésilien, qui est signé par lui pour Antoine, justement pour mon fils. Et celui-là aussi, il est un peu sacré. Bon, qu'est-ce qui se passe le week-end prochain, samedi prochain? D'abord, on a le week-end le plus sportif de l'année. Mais c'est incroyable ce qu'on va vivre. Mon mari m'a prévenu. C'est vrai. Oui. Ce que vous allez vivre sur Sud Radio, mais c'est absolument incroyable. Alors, dans l'ordre. Allez-y. Dans l'ordre. Demain, déjà, et ce soir, ça commence le rugby. Avec des finales. Finale de Pro D2 et finale de la Ligue des Champions. À suivre sur Sud Radio. La Champions Cup. Demain, avec, on espère vraiment que Bordeaux-Bègles va gagner dans l'après-midi. Bon. Ensuite, on a le début de Roland-Garros. Dimanche prochain. Ensuite, on a le Tour d'Italie. On a tendance à l'oublier un petit peu, mais c'est une très grande course. Ensuite, il y a le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. C'est un week-end, c'est absolument un week-end fait. Et la finale de la Coupe de France entre Reims et le Paris Saint-Germain. Donc, et il y a également, la semaine prochaine, PSG Inter Milan. Bien sûr, mais ça, oui, c'est là-dessus que je voulais vous emmener. Alors on sait que les Marseillais veulent la victoire de l'Inter de Milan. Du coup, un journaliste a voulu jouer au malin avec Didier Deschamps lors d'une conférence de presse retransmise par l'équipe TV. Il a été reçu. Avec l'ancien Marseillais que tu es, verrait pas forcément ça représaille le succès de l'Inter. Vous n'êtes pas sérieux, non? Vous me posez une question comme ça. Faut la poser à quelqu'un au Vieux-Port ou comme ça, vous êtes sûr de la réponse. Moi, je suis sélectionneur et il y a une équipe française, même si j'aime pas ces Marseillais, mais ça me paraît tellement évident déjà de me poser la question. Vous ne devriez même pas me la poser, évidemment. Que même si j'ai deux joueurs qui sont concernés, Benjamin et Marcus avec l'Inter, moi, je suis pas à ce niveau-là, sincèrement, quoi. Donc, évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français. Je vous pose la question idiote alors? Non, mais il n'y a pas de question idiote. D'abord, il n'y a pas de question idiote. Vous êtes pour le PSG? Je souhaite qu'une équipe française gagne, voilà. Oh là là, c'est diplomatique comme réponse. J'ai jamais été 100% PSG, je dois l'avouer, mais je suis pas contre du tout et surtout on va avoir. Mais j'ai quand même passé 3 ans à Rome et c'est vrai que le football italien me plaît beaucoup, mais je peux pas être pour l'Inter. Je peux pas être pour l'Inter. Quand même, et puis surtout le PSG cette année joue beaucoup mieux. Ouf. Le milieu de terrain en particulier fait un super travail. Là, ils sont soudés, ce qui n'a pas été le cas au cours des années précédentes. Donc oui, la réponse est oui, je suis pour Paris, oui. Vous avez vu qu'il y a un phénomène à Marseille où les maillots de l'Inter Milan s'envolent et les achats du maillot de l'Inter Milan s'envolent. Et chez nos confrères d'une autre radio, j'écoutais ce matin, ils ont interrogé un Marseillais qui a dit qui a acheté un maillot. Alors le journaliste lui dit mais c'est pour vous, c'est pour fêter l'Inter Milan. Elle a dit non, c'est pour la fête des mères, c'est pour ma mère ce week-end. Donc on offre même des maillots de l'Inter Milan pour les mères marseillaises. C'est l'interview émotion qui circule sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu, celle d'Amélie Maurespo. En effet, Roland-Garros démarre. Et elle a fondu en larmes quand Mouloud Achour lui a parlé de son père, du décès de son père, oui. Exactement. Vous avez dit, mon père est mort en mars 2004. Je suis devenu numéro 1 mondial en septembre 2004. C'est certainement pas anodin. Qu'est-ce que vous y voyez comme relation de cause à effet? Je ne m'attendais pas à celle-là. Je voyais tout autrement, en fait, après. Prends le temps, tranquille. En fait, ça m'a donné cette distance, je crois. Dans mon tennis, dans mes objectifs, dans ce que je voulais faire.
Et voilà, c'était comme ça, c'était la vie. Et oui, ça permet de relativiser en fait beaucoup parce que c'était toute ma vie, mes objectifs, mes rêves. Et de se dire que ça me sortait un peu de tout ça. Et je me disais, ah ouais, non, en fait, la vie, c'est autre chose. On voit le mental des sportifs, combien... Elle me fait complètement craquer, Amélie Mauresmo, pour sa vie, pour sa réussite, pour sa performance, pour son mental. Ouais. C'est une femme formidable, qui a osé dire, a osé parler de son homosexualité, qui a ensuite pris... elle a pris vraiment son tennis en main pour être parmi les meilleurs, et sinon une des meilleures du monde à un moment. Elle a gagné des grands tournois. Ouais. Et elle a un mental vraiment de battante, de guerrière, et c'est une femme vraiment formidable. Et puis c'est une directrice de Roland Garros incroyable. Très naturellement directrice, parce qu'elle en avait les capacités. Ouais. Vous savez, je l'ai croisée il y a quelques années, pas loin d'ici, parce qu'elle préparait le marathon, et pour s'entraîner, elle faisait des grands footings dans la forêt, du côté là, au loin de Versailles. Bref, et petit sourire, et la pugnacité pour aller au bout des choses. Elle était capable de ça, Amélie. C'est formidable. Alors, un clin d'œil à Roland Garros qui démarre, qui a déjà démarré. Hein, vous savez qu'il y a toujours les qualifs. Il y a toujours... ce qu'on appelle les qualifs, les qualifications. Ouais. Exactement, le public est déjà nombreux. Alors, c'est vrai que le tennis, c'est un des sports où on est proche des sportifs. On peut même parfois leur parler, parce que le tennis se fait dans le silence. On peut même dire vas-y, ce n'est que le début. Regardez, c'est un petit clin d'œil. Vous allez entendre Roland Garros. Vous allez bien toucher cette première petite amortie. 15-0. Sympa, les remarques des supporters parfois. Mais ça doit être dur de rester dans son match, de rester concentré. Moi, je sais qu'on me fait ça, je suis mort de rire. Ouais, ça peut aider à détendre, hein, début de partie avec de la tension, tout ça. Ouais. Et vous en pensez quoi du public qui parle, qui dit vas-y Ah non, mais c'est génial ça. D'abord parce qu'on le vit, et justement, vous avez raison, Gilles. Au tennis, on est très près. Ouais. On est à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Quand on est dans les cours annexes, sur le central, c'est. Ça vraiment fait partie du spectacle et du plaisir de partager avec les filles et les garçons. Et au contraire, parfois il y a des dialogues avec les gens comme dans le temps Nastas, ou Yannick, ou Lecomte, ou McEnroe. Alors lui, c'était plutôt pour râler, pour gueuler, mais sinon très gentiment et très drôle. Ouais. Yannick, par exemple, disait il y a un téléphone qui sonne, il dit non, si c'est pour moi, dites-lui que je suis occupé. Bon, non, mais ça les déconcentre pas. Vraiment bien. Ça les déconcentre pas. Parfois, oui. Oui, ça peut. Oui, selon les tempéraments, parce qu'en fait, on est tous différents, et les champions et les championnes sont tous différents pour aussi. Ça. Certains sont dans une bulle totale, comme l'était Borg, par exemple, où ils sortaient pas. Et d'autres avaient besoin, au contraire, comme Nastas, de parler à gauche et à droite. Ou aujourd'hui, pour des joueurs modernes, là, on a y compris chez les Français, on a le type qui est hyper concentré, Arthur Fils, et puis d'autres qui parlent avec le public. Ce que j'ai remarqué dans le petit extrait que vous avez passé, Gilles, c'est que l'arbitre annonce donc les scores en français. Ouais. Ça, c'est très plaisant. Ouais. Ça, c'est très plaisant. Et pour finir, est-ce que vous qui êtes chanteur, qui aime le rock, il y a plein d'extraits sur le web où on vous voit chanter, est-ce que vous avez déjà chanté avec Julien Clerc ? Non, j'ai pas de souvenir avec Julien, non. J'ai chanté avec Garou pour le Téléthon. J'ai chanté un jour, j'ai osé jouer de la guitare devant Gilberto Gil, le Brésilien, c'était incroyable. J'ai chanté avec... non, j'ai pas de souvenir. Alors, petit clin d'œil à Julien Clerc, Valérie, qui sort une chanson hommage à son frère. Gérard, et avec Gérard non plus, vous n'aviez pas chanté... Gérard, dans des soirées privées. Ça, oui. Hein? Ah oui, non, mais j'avais lancé il y a quelques années la télé qui chante, où j'ai chanté Sophie Davant, Nelson, etc. Non, Gérard faisait pas partie de la bande. Non. Eh ben, on écoute un extrait de cette chanson qui Saint-Nazaire, qui est un hommage à Gérard, qui est mort dans un accident d'avion, justement du côté de Saint-Nazaire. Absolument. On écoute. Et tant qu'il y aura le passage des avions frôlant des nuages, je dirai sans Dieu, 100 fois sans louange, les avions parfois ressemblent à des anges.
j'y verrai peut-être un présage. Très jolie chanson, l'album sort aujourd'hui et très bel hommage avec une chanson qu'il a voulu plutôt joyeuse et pas plombante comme il a dit. Et c'est beaucoup de courage encore de parler comme ça de son frère. Absolument. Tellement ce genre d'accident et ce genre de décès marque une famille. Ouais. Et puis Gérard était quelqu'un d'infiniment gentil, lumineux et talentueux. Très cultivé, très professionnel. C'était un grand journaliste. On se retrouve dans un instant avec vous, Gérard Holtz, pour parler du Tour de France. Gueule du Tour de France, c'est un magnifique ouvrage qui paraît chez Grund. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Gérard Holtz. Gérard Holtz, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Vous venez nous parler de ces gueules du Tour de France. C'est un très beau livre que vous co-signez avec votre fils Julien Holtz, qui paraît chez Grund. Très bonne qualité, je dois dire, livre de très grande qualité, à la fois de papier, très beau papier, et des photos et des textes magnifiques. On croyait avoir tout dit sur le Tour de France et en fait on a un plaisir immense quand on ouvre ce livre et qu'on tombe sur ces photos. Regardez, j'ouvre au hasard, on tombe sur parce que Louis Ocaña. Vous n'êtes pas une spécialiste du Tour de France. Non, et c'est exactement pour ça qu'on a fait ce livre, justement. C'est pour faire découvrir une autre vision, une autre façon de regarder ces champions, ces héros. Ouais. Ces héros de légende. Ce sont des héros, hein. C'est des héros de légende, oui, parce qu'au-delà du doping, au-delà de tout ce dont on a parlé à propos des coureurs cyclistes, et d'ailleurs, moi j'en ai un tout petit peu marre que sans arrêt on dise vélo, doping, il faudrait regarder aussi d'autres sports. Mais au-delà de tout ça, c'est des héros. Les performances qu'ils font depuis 1903, vous vous rendez compte par exemple qu'au début du Tour, il n'y avait pas d'assistance. C'est-à-dire qu'ils avaient des vélos qui pesaient 20 kilos. Ils allaient sur des routes où il n'y avait pas de macadam, sur des routes où il y avait de la pierre, où il y avait du sable. Ils n'avaient pratiquement pas de sous. Et il fallait qu'ils aillent dans les fermes acheter un bout de poulet ou du lait ou de l'eau pour se débrouiller tout seul et réparer tout seul. Et les étapes faisaient 400 km ou 474 km la première étape entre Paris et Lyon, entre Montgeron et Lyon. Ce qui est quand même absolument incroyable, quoi. Et aujourd'hui encore, c'est des moyennes 40, 45 km/h, des attaques permanentes, des pulsations qui montent de 120 pulsations à 200 pulsations au sprint, qui se terminent à 70 km/h. Enfin bref, c'est un grand spectacle et c'est des grands champions. Pour vous, c'est la quintessence du sportif, le vélo, par rapport aux autres sports? Non, il y a des sports extrêmement difficiles, comme le triathlon par exemple. Il y a la boxe aussi. Le ski de fond, des choses comme ça. La boxe, par exemple, il y a quand même le risque de mort permanente. Sur un coup, on peut vraiment mourir. Mais le vélo, c'est à la fois la liberté, c'est plein de disciplines différentes, c'est du loisir, la balade, c'est pour aller travailler, c'est le vélo pour la compétition, et à l'intérieur de la compétition, il y a VTT, le vélo de route, le trail. Alors moi j'ai retrouvé une archive rigolote qui montre la passion que vous avez pour le vélo. Vous êtes au journal de 20h, il y a les titres qui sont présentés. Alors les titres, ils sont tous les plus monstrueux, il y a plein de choses qui se passent. Vous allez ouvrir sur quoi? Sur le vélo. Ah oui. Écoutez, oui, d'accord. Écoutez. En France, après l'accident du salon aéronautique du Bourget, les riverains s'inquiètent. Demain aussi à Chantilly, un grand événement hippique, le prix du Jockey Club. Bonsoir, avant de passer aux détails de tous ces titres, je vous propose de voir ou de revoir, si vous avez suivi les Jeux du Stade cet après-midi sur Antenne 2, les images des derniers kilomètres de la 6e étape du Dauphiné libéré. Une étape qui fera date, sans aucun doute, dans l'histoire du cyclisme. Deux raisons à cela. D'une part, elle est la confirmation de la naissance d'un grand champion, Bernard Hinault. Il a gagné cette étape Romans-Grenoble en surclassant tous les autres coureurs. D'autre part, elle a bien failli lui coûter sa carrière, cette étape. À 15h22 exactement, à quelques kilomètres de l'arrivée, Bernard Hinault a manqué un virage. Il roulait alors à pleine allure et pendant quelques secondes, tout le monde a pensé au pire. J'ouvre le journal. Vous ouvrez avec du vélo. Et c'est le Dauphiné. Mais c'est le Dauphiné, oui. Ah oui, la chute. Donc on se dit, c'est le passionné qui a pris la main sur le journaliste. C'est ça. Et François-Henri de Verrieux, qui a été l'un de mes grands patrons, un grand bonhomme aussi, c'est ça
qui l'a amené à dire, Gérard, apparemment c'est ta passion, le sport, tu vas passer au sport. Je te propose d'aller rejoindre l'équipe de Chapat. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que, parce que je donnais le résultat à Carole Merle, championne du monde de ski, en ouverture du journal. Pour moi, c'est une matière essentielle, le sport. C'est pas forcément à la fin du journal de 20h. Mais le vélo, c'est quelque chose de très particulier. Il y a vraiment quelque chose de spécial chez ceux qui aiment le Tour de France, chez ceux qui aiment les courses cyclistes. Et dans ma famille, j'en ai certains. Ça ne s'arrête pas, même s'il y a des critiques, dopage, etc. Mais cette passion et qu'il y a pour le cyclisme est quand même assez unique. Revenons aux origines. Ouais. Le vélo est une véritable révolution. Lorsque, à la fin du 19e siècle, le vélo est inventé, il y a d'abord la draisienne, après il y a le vélocipède, et ensuite il y a le vélo qui est inventé par les Anglais, Starkey et Lawson. Il va remplacer le cheval. Il y a un type formidable qui s'appelait Pierre Giffard, qui était le patron du Petit Journal, qui dit c'est un bienfait social. Et d'un seul coup, le vélo se vend millions d'exemplaires, 2 millions, 3 millions au début du XXe siècle. Et comme on le disait tout à l'heure, oui, c'est par exemple les fous de vélo, Einstein, Laurence d'Arabie, Émile Zola. Einstein faisait du vélo. Il y a un très beau livre d'ailleurs, Zola et sa bicyclette. Zola et sa bicyclette, un livre qui vient de paraître, qui est très chouette. Oui. De l'époque, Alfred Jarry, cette grande époque là où on découvre d'un seul coup un instrument qui va devenir une vraie révolution, qui remplace non seulement le cheval, et puis ensuite qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Et là, venant à Paris, moi maintenant j'habite Nice, avec tellement de bonheur dans cette ville merveilleuse, mais que je viens à Paris et je vois, oui, des centaines de vélos, enfin. Enfin, c'est pas tout à fait le même vélo, hein, pardon. Non, mais justement, c'est ça qui est fort. C'est que le vélo est multiple. Le vélo, il est polyvalent. Je le disais, on va travailler en vélo, et maintenant en plus avec les vélos électriques, on n'est pratiquement pas en sueur, donc on peut aller travailler en jupe ou en costume. Et puis il y a le vélo compétition. Le vélo compétition reste la grande fête nationale. Les photos sont absolument dingues quand on voit l'effort, le visage, cette photo magnifique. Alors on est à la radio, donc il faudra que vous achetiez le livre. À bout de souffle, Bernard Hinault qui arrive, on ressent de l'émotion à regarder ces photos. On a voulu, avec mon fils Julien, que chaque photo soit une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on puisse en faire un poster ou presque une peinture et le mettre dans son salon, tellement c'est beau, c'est dramatique. Regardez Yvette Horner, après il y a tout un chapitre qui est consacré aux gueules de stars, à toutes les stars qui ont suivi le Tour de France, donc Yvette Horner, Lynn Renaud, Lino Ventura, cette photo elle est absolument incroyable. Alain Delon sur la moto Alain sans casque. Oui, ça c'était une autre époque. C'était une autre époque. Ray Sugar Robinson, Marcel Cerdan, Bourvil, qui a donné... Et c'est vrai que ce sont des textes assez courts qui illustrent un certain nombre d'angles qui sont consacrés à ce vélo. Voilà, là je tombe sur Christopher Froome, objectif quand il gagne au Mont Ventoux. Quand il gagne au Mont Ventoux. C'est vrai que c'est un... Voilà, vous avez dit, ce sont des héros. Oui, de par les efforts qu'ils font, de par la difficulté de la tactique, de la stratégie aussi que j'ai essayé avec mes confrères, avec Patrick Chen, avec Alain Vernon, tout ça, d'essayer tous les ans d'essayer de faire comprendre à ceux qui ne pratiquent pas le vélo. C'est tellement difficile grimper tous ces cols. La grande nouveauté du prochain tour, on l'hérite des Jeux Olympiques, ça va être la montée dans les rues de Montmartre à 4 reprises avant d'arriver 4 fois sur les Champs-Élysées. Ça peut tout changer ? Ça peut changer beaucoup de choses sur la dernière étape et donc sur le classement général du Tour de France, oui. C'est très particulier ce qui va se passer. Parce que, d'abord, là encore, moi qui adore l'histoire, il faut revenir un peu au passé. Pendant très longtemps, le Tour est arrivé à Ville d'Avray. Juste dans la banlieue parisienne. Ensuite, on allait jusqu'au Parc des Princes. Avec la fameuse piste rose. Moi, j'ai été ramasseur de balles pour le Racing, la grande équipe du Racing. J'étais assis sur le bord de la piste rose, parce que c'était un terrain de football entouré par une piste cycliste. On a refait le parc. On est allé à Vincennes pendant quelques années, de 1968 à 1975, et puis ensuite arrivé sur les Champs-Élysées. C'est Yves Mourousi qui a eu l'idée de l'arrivée sur les Champs-Élysées et qui l'a proposé à Giscard d'Estaing. Ah oui, non plus. Eh ben voilà.
voyez, par exemple. Ouais. Et donc je vais vous là, apprendre, je vais vous apprendre des petits trucs. Y a plein, un jour, il a dit, la plus grande course du monde par étape mérite la plus belle avenue du monde. Bon, il avait oublié la promenade des Anglais à Nice. Mais bon. Ah, ça c'est le... Mais il a dit Champs-Élysées. Et Giscard a dit, mais je suis d'accord. Ok, allons-y, n'est-ce pas? Et donc... Et il a remis d'ailleurs le maillot jaune cette année-là, en 75, à Bernard Thévenet, qui gagnait le Tour de France. Donc, Champs-Élysées. Et là, on ajoute maintenant un tableau de Monet. Parce que Monet, extraordinaire, avait peint exactement la foule des deux côtés de la rue Le Pic. Alors, ce n'était pas pour la bicyclette, mais c'était pour la fête, pour le 14 juillet. Mais ce qu'on a eu aux Jeux Olympiques, c'est une des plus belles images de sport qui puisse exister. Cette foule absolument compacte sur 10 rangs de chaque côté qui accueillait les... Et c'est tellement dur, la rue Le Pic, je pense que la pente doit être aux alentours de 18 ou 20%, ce qui était absolument énorme. Il y a beaucoup de cols qui n'ont pas ça. Donc oui, il peut arriver des choses parce qu'il y a des pavés, parce que la pente est très très raide, parce qu'il peut toujours y avoir un petit incident mécanique, par exemple le dérailleur qui saute. Quelques secondes, il y a des tours qui se sont joués, et vous le savez, à 8 secondes entre Laurent Fignon et Greg Fignon Lemon. en particulier. On y revient dans un instant avec vous. Question d'auditeurs sur les commentaires, les commentaires du vélo. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Gérard Holtz, gueule du Tour de France. Ça paraît chez Grund, exploit, souffrance, gloire, rage. C'est vrai que c'est quand même un des rares sports qui réunit tous ces qualificatifs. Oui, vous aviez dit la boxe aussi peut-être, mais quand même il y a une rage quand on voit rien que la photo de une montre la souffrance. Julien Alaphilippe qui a eu la gentillesse, je l'ai appelé pour utiliser son portrait, et Julien me dit non seulement je te donne l'autorisation, évidemment vous ne payerez pas le droit à l'image, mais en plus c'est un honneur pour moi d'être à la une de ton livre. Je le disais tout à l'heure, le vélo, en particulier le Tour de France, pourquoi ça reste une grande fête populaire? D'abord parce qu'il y a vrai sentiment des héros, et en plus parce que c'est gratuit aussi. Et ça joue beaucoup ça. Les coureurs passent en France devant les villages sur le pas de la porte. Et c'est pas sans danger. Parfois. Pardon ? C'est pas sans danger parfois. Il faut faire très attention. Juste une question d'un auditeur sur Pogačar. Oui. J'ai ouvert au hasard. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il roule à l'eau claire Oui. Moi, ma philosophie, elle est simple. Tant qu'il n'est pas pris par la patrouille, et il y a des contrôles. Il devrait d'ailleurs y en avoir beaucoup plus en football, en rugby, dans d'autres sports qu'en vélo. En vélo, ils sont sans arrêt contrôlés. Donc pour moi, tant qu'il n'est pas pris par la patrouille, pour moi, il est à l'eau claire. Voilà. C'est très étonnant. Parce qu'il développe jusqu'à 450 watts sur certaines portions, alors c'est pas un gringalet, mais il n'est pas extraordinairement musclé. Et pour l'instant, là, il est numéro 1 mondial et il est sur les traces de Merckx, qui a été le meilleur coureur de toute l'histoire du Tour. Pogačar, pour l'instant, il n'a pas été contrôlé. Et les Français à regarder pour le prochain Tour? Il n'y a aucune chance, malheureusement, qu'un Français gagne le Tour de France cette année. Il faudrait vraiment des concours de circonstances extraordinaires, parce que pour gagner le Tour, il faut être grimpeur. D'accord, ça oui. Bien passer la montagne. Ensuite, il faut être rouleur, c'est-à-dire ne pas se laisser larguer trop de temps dans les contre-la-montre. Il faut avoir une équipe soudée et à votre service, et avoir en particulier, vous, des qualités mentales de patron, de tacticien, et en plus 50% de chance, c'est-à-dire ne pas être pris dans une chute là comme le pauvre Gaudu qui est un très très bon coureur, qui vient de tomber dans le Tour d'Italie encore une fois juste sur un petit accrochage, et qui s'est déchiré la main, le tendon, alors qu'il est le patron de l'équipe française. Donc il faut toutes ces circonstances, et pour l'instant on va sans doute avoir des victoires françaises. Il faut vraiment le souhaiter. Il y a des jeunes Français qui, en ce moment, Martinez, Champoussin, bref, ils sont une dizaine à pouvoir gagner, mais je les vois pas gagner le Tour de France, malheureusement. Alors hier, vous étiez à l'enterrement de Daniel Bilalian. J'ai retrouvé une archive du 25 juillet 2016 chez nos confrères d'Europe 1. Il était invité. Et vous savez qu'à cette date,
C'était le jour où vous aviez annoncé votre départ. Il a été interrogé par le journaliste à ce sujet et sur les équipes jeunes et vieux à la rédaction des sports de France Télévisions. Gérard Rolls part parce que c'est la date de fin de sa carrière, et puis je pense que Gérard avait envie de partir sur cette réussite qui a été le Tour de France de cette année. Donc voilà, et je crois qu'il a une belle vie qui l'attend avec son épouse en Italie, et donc je pense que c'est pas négligeable dans sa décision. On en parlait au début de cette émission, de ces adieux de Gérard Rolls. Est-ce que c'est aussi un signal du renouveau au service des sports de France Télévisions, ce départ ? Non, pas du tout. Je sais, il faut arrêter avec le renouveau. Je veux dire, il y a des anciens qui sont très compétents, il y a des jeunes qui sont nuls. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens compétents. Et ce qui a toujours intéressé les gens avec qui j'ai travaillé, sous les ordres desquels j'ai travaillé, c'était la compétence. Je veux dire, il n'y a pas de vieillisme et de jeunisme. Je trouve ça, c'est un peu hystérique ce système-là. Hein. Il a toujours été cash. C'est lui, c'est émotion d'entendre sa voix. C'est Bill, comme on l'appelait, à 100%, quoi. Parce que oui, il est cash, il dit vraiment ce qu'il pense. Il y a des jeunes qui sont nuls. Et il a toujours très bien pensé, en loyauté, en justesse. Puis il a bien raison. À mon propos, il disait un truc qui était à la fois une gentillesse et très très drôle. Pour mon vélo club sur le Tour de France, de temps en temps, selon la vitesse des coureurs, j'avais 20 minutes à faire et de temps en temps 2 heures. Ok, donc me voyant travailler, il me dit: c'est extraordinaire Gérard, il est capable de faire un clafoutis avec un noyau de cerise. Quand il fallait que je fasse 2 heures. Bah oui. Et parce que là, c'était la grande improvisation. Et c'est pour ça que je travaillais comme un malade dans les mois qui précédaient pour connaître tout sur les coureurs, sur leur tactique, sur les aspects techniques des vélos, les choses comme ça, pour être capable. On a ça vous manque pas du tout? Non, j'ai tourné la page. Et quand vous écoutez... C'est une de mes qualités, c'est de pas... tourner la page. Et quand vous écoutez les commentaires, parce qu'il y a une question d'un auditeur sur les commentaires en disant est-ce que pensez-vous des commentaires sur le vélo de France Télévisions qui sont consensuels, plus consensuels que sur Eurosport, et à votre époque vous lâchiez beaucoup plus? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, on se lâchait beaucoup, les commentaires on nous pardonnait beaucoup de choses. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, déjà ça joue beaucoup sur les critiques, parce que maintenant tout le monde critique tout le monde, et en plus sous anonymat, donc c'est la moindre terrible. Phrase c'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, hein. Mais donc oui, on se lâchait plus, oui. Il y avait vraiment des personnalités, entre Christian Prudhomme qui a commenté le Tour, Henri Sagnier, Patrick Chen, Thierry Adam, qui ont commenté, plus sur les motos aussi, des gens différents. On a tous des avis sur les commentaires, comme sur les comédiens ou sur... Mais il y avait quoi? Il y avait plus de naturel, plus de... En fait, vous viviez peut-être plus le Tour, passion. Si on passe... Oui, plus de passion que... Justement, Daniel Bilalian me répétait tout le temps en disant: Gérard, tu le sais bien, toi, on peut se parler le soir dans son bureau. Il me dit: tu le sais, on fait pas un métier. Nous, on est là dans notre passion totale. Lui, pour le journalisme, qui avait évolué d'ailleurs, parce qu'en devenant patron des sports, il a changé carrément de métier. Comme vous, il a la même trajectoire que vous, il est passé de l'info au sport. Oui, c'est vrai, mais en plus à l'intérieur des sports. À l'intérieur, il avait souvent laissé à François Brabant, en particulier, la gestion du service. Et lui s'occupait beaucoup de nos négociations qui sont quand même essentielles en télévision. On est tombé dans le sport business là depuis 40 ans maintenant, où les chaînes de télévision sont obligées de sortir énormément de sous et en plus prendre beaucoup de programmes. Donc ce qui fait qu'en fait, même en interne, chez nous à France Télévisions, il y avait une bagarre à la limite contre les sports parce qu'on leur prenait beaucoup de temps de programme et beaucoup de sous. Et donc Daniel nous défendait. C'est extraordinaire comme il nous a défendus pendant une dizaine d'années. Pour rebondir sur la question de Valérie, même les Jeux Olympiques, vous vous êtes pas dit: oh merde, j'aurais aimé, enfin pas merde, mais zut, j'aurais aimé y être quand même. En fait, je me le dis pour tout. Donc Valérie, elle a raison. Là, ce qui s'est passé à Rome pour le pape, par exemple, j'aurais adoré. Bien sûr, au fond de moi, vous restez un journaliste passionné, reporter passionné. Voilà, si je devais avoir. On vous aurait rappelé pour les JO, vous auriez été? Oui, peut-être, oui. Vous disiez quoi sur l'épitaphe? Reporter passion. Reporter passion, mais reporter. Je suis devenu présentateur, c'est Jean-Marie Cavada qui m'a proposé de faire le journal du soir, mais fondamentalement, comme Daniel Bilalian, on était reporter, on va sur le terrain,
on est curieux, raconte, on apprend des choses, on pose des questions, on regarde ce qui s'est exactement passé et on le rapporte aux autres et on partage. J'ai coupé Gilles, mais vous seriez revenu si on vous l'avait proposé sur les Jeux Olympiques? Non, c'est pas sûr. Non, je dis oui spontanément. Je dis pour tout. Je dis là, le pape, par exemple, là, j'étais fou d'être à Paris et de pas être à Rome pour vivre le choix du pape et même la maladie de François. Mais ça, Zelensky, Trump, dans le bureau, d'être dans le bureau ovale. Ah oui. Non, mais d'être sur le terrain, sans arrêt. Je crois que vous alliez parler au Vatican. Non, d'être sur le terrain, où ce qui se passe en Israël en ce moment, d'être ce que j'ai fait en 1973 à la fin de la guerre d'octobre, où j'y étais. Oui, mais en même temps, je sais tourner les pages, et j'aime tourner les pages de mon boulot. Comment il s'appelle le monsieur qui vous a mis à l'info? Qui m'a mis à l'info, Pierre-Henri... François-Henri de Virieu. Jean-Marie Cavada. Jean-Marie Cavada. Bah, ça tombe bien parce que j'ai Jean-Marie Cavada. Le 25 juillet de 1972, il vous lance, c'est votre premier JT. Vous savez ce que vous faites? Le premier JT en présentation ou en reportage? En reportage. En reportage, c'est le rétroviseur extérieur sur les voitures. Non, là c'est le premier, vraiment premier. Vous faites un point route. Et vous êtes lancé par Jean-Marie Cavada. Pour faire le point, j'appelle notre reporter Gérard Holz sur l'autoroute de l'Ouest. Eh bien, ici, l'autoroute de l'Ouest, où vous le voyez, la circulation est importante, mais tout se passe bien quand même. Tout de suite, si vous le voulez, le point sur la circulation sur l'ensemble de la France. La région parisienne d'abord, tout est calme au point de vue des départs et au point de vue des arrivées. Sur le reste, les régions de Bretagne, de Normandie, du Nord et de l'Est, rien à signaler non plus, on circule assez facilement. Par contre, c'est dans le sud et en particulier à la frontière espagnole qu'on signale des retours très importants. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que vous dites, Gérard? Je dis d'être à la télévision, en direct dans le journal, et de faire un point route. Alors que les gens... Mais non, pas de télé dans leur voiture. Sur Sud Radio, évidemment. On accompagne. Mais à la télé, de faire... Et je suis à un endroit absolument mythique. C'est au plein milieu de la... Oui. Je suis à l'entrée du tunnel de Saint-Cloud, où je suis passé sans doute 12 893 fois, parce que j'ai habité beaucoup dans l'Ouest. Dans l'Ouest, Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, et donc je suis repassé à cet endroit-là. À l'époque, le tunnel d'ailleurs était dans les deux sens. Et alors ce qui m'a étonné quand j'ai retrouvé l'archive de 72, c'est que vous avez exactement la même voix qu'aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Ça me perturbe. Et là je l'ai posée cette voix. Parce que ma voix m'a posé problème. Ah bon? Pourquoi? Je vous explique. À l'école de journalisme, au centre de formation des journalistes, la grande école, formidable école qui m'a formé. Bon, le premier test, je fais comme vous aujourd'hui, je fais une sorte de journal radio. Okay, et je lève le doigt pour l'animer. Et les copains, il y avait un spécialiste politique, économie, etc. J'anime, je sors du studio, et là j'ai un journaliste professeur, je peux dire son nom, Claude Guillaumin, qui était à France Inter à l'époque, qui me dit: Gérard, avec cette voix-là, jamais de radio et jamais de télévision. Ah bon? C'est le premier exercice que je faisais de journal. Ça sera pas possible. Mais pourquoi? Elle n'est pas posée, vous respirez mal, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc, j'ai fait du journalisme, bien sûr, du reportage, etc. Puis après, j'ai refait de la comédie. J'ai appris à respirer différemment. Et si vous le remarquez, j'ai plus tout à fait la même voix que dans les enregistrements là, que vous passez. Elle est plus posée maintenant, et c'est dû au théâtre, en fait. Voilà, je respire et je place ma voix un peu plus là, dans le nasillard. Quand Lou m'imite Laurent Gérard, c'est ma voix d'il y a 10 ans. Ah oui. Avant que je ne retravaille sur le théâtre. Le mot de la fin, c'est vive le sport. C'est un auditeur, Gilles, qui vous a posé ces questions sur Podcatcher, entre autres. Voilà. Je l'ai lancé spontanément sur le bord de la route je pense en 1985, en faisant ça pour à la fois la 2 et sur le Vive. C'était un mélange des deux. Et puis Jean-Claude Héberlé, qui était le président, m'a dit: Gérard, t'as trouvé un truc, continue. T'as trouvé le sport. Ça y est, t'as trouvé ta signature. Vous nous faites un Vive le sport sur Sud Radio? Mais évidemment, vive le sport sur Sud Radio. Gueule du Tour de France, exploit, souffrance, gloire, rage, les images incroyables que vous avez retrouvées dans ce livre, avec des textes enlevés comme on vous retrouve quand on lit les textes, on idéal vous entend. Pour la fête des mères et des pères. Absolument, chez Grund, très très beau livre. Encore une fois, grande qualité d'édition. Merci à vous, Gérard. C'est un plaisir. Et au prochain bouquin. Tout de suite, les débats. Ça sera sur la Formule 1. Voilà. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.